de la saison. De la saison. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier webinaire de la saison chez Demos. Webinaire consacré à comprendre les grandes lignes de la lutte contre les agissements sexistes et les faits de harcèlement sexuel au travail, et plus particulièrement la place du référent de l'entreprise, qui est une nouveauté depuis le 1er janvier 2019, une nouveauté sans doute passée un petit peu inaperçue, puisque nous le verrons un peu plus tard, il n'y a pas de sanction dans le Code du travail à ne pas désigner un référent côté entreprise. Alors, sans doute, avez-vous suivi l'actualité toute récente, notamment la semaine dernière, l'OIT a adopté vendredi dernier le premier traité international contre le harcèlement et les violences au travail, et ont été élaboré une convention sur ce sujet dans le but de lutter contre ce harcèlement et ces violences dans le monde du travail. Ce sera à suivre avec beaucoup d'attention, puisque l'OIT affiche une tolérance zéro contre ces phénomènes-là. Alors, ce que l'on va aborder au cours de ces webinaires, voici les quelques points, c'est de comprendre les situations concernées par la lutte contre le harcèlement moral et les agissements sexistes, comprendre ce que sont les obligations de l'employeur sur cette thématique, de comprendre également comment le référent est désigné, voir quelles sont ses missions et ses moyens, et bien évidemment les sanctions en l'absence de désignation d'un référent. Alors, là, bien évidemment, il va s'agir d'aborder les grandes lignes de cette mécanique, sachant que Demos a développé 2 actions de formation dédiées vraiment aux référents désignés par l'entreprise et dédiées aux référents désignés par le CSE. Donc ces 2 formations sont disponibles sur le catalogue de Demos. Alors, commençons déjà un petit préambule. Le harcèlement sexuel, on en parle un peu plus qu'auparavant, notamment depuis l'éclatement de l'affaire Weinstein d'octobre 2017, qui a libéré la parole sur les réseaux sociaux. Des témoignages à l'issue de cette affaire se sont bien évidemment multipliés sur des hashtags comme Balance ton porc ou alors MeToo. Mais pour autant, on n'a pas d'indication vraiment de l'ampleur réelle du harcèlement sexuel que les travailleurs subissent dans le cadre de leur travail. Alors, néanmoins, ces témoignages ont le mérite d'exister pour favoriser une prise de conscience. Donc on n'a pas de données fiables ou récentes sur le sujet. Néanmoins, on peut relever une étude de l'IFOP qui a été réalisée en février 2018 pour le site d'information et de conseil VLC.com. Une grande enquête qui a permis de mesurer l'ampleur des différentes formes de harcèlement sexuel au travail et leur impact sur la santé physique, morale des victimes. Et cette étude révèle au grand jour l'ampleur des actes de harcèlement ou d'agression à caractère sexuel subis par les femmes dans la sphère professionnelle, tout en brisant certaines idées reçues sur les caractéristiques même des victimes ou le profil type des harceleurs. Alors, je vous invite bien évidemment, elle est accessible en ligne, cette étude, à la consulter pour l'apprécier au plus juste. On peut relever dans cette étude qu'au cours de leur activité professionnelle, c'est près d'une femme sur 3, autrement dit 32%, qui se dit déjà avoir été confrontée au moins à une situation de harcèlement sexuel sur le lieu du travail. Il en ressort néanmoins dans cette enquête, on parle de harcèlement sexuel, mais parfois en méconnaissance de ce que l'on met derrière le harcèlement sexuel. Donc ça, c'est un point aussi important que l'on peut relever dans cette enquête. Elle met aussi cette enquête en évidence, le caractère protéiforme du harcèlement sexuel. Il peut être verbal, il peut être visuel, il peut être psychologique, il peut être physique. Et rappelle que les formes de sexisme et de violence faites aux femmes ne s'arrêtent pas qu'aux portes de l'entreprise. On a d'ailleurs de la jurisprudence aussi en la matière qui vient confirmer qu'il peut y avoir du harcèlement sexuel lié au travail en dehors même de l'enceinte de l'entreprise. Ces résultats de l'enquête brisent également aussi certaines idées reçues selon lesquelles l'auteur
où leurs auteurs seraient d'abord des personnes abusant de leur position d'autorité vis-à-vis d'une subordonnée. Non, vraiment le harcèlement sexuel, à l'instar d'ailleurs du harcèlement moral, ça marche vraiment dans tous les sens. Ascendant, descendant, et entre collègues, entre salariés bien évidemment. Alors pour lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement sexiste, deux lois importantes. Une loi du 5 septembre 2018 qui institue de nouvelles obligations pour les entreprises en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, obligations qui sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2019, et il s'agira essentiellement dans cette nouveauté la place des référents, et notamment du référent désigné par l'entreprise. À relever également la loi du 3 août 2018, qui est évidemment extrêmement importante, pour laquelle il y a eu également une circulaire du ministère de la Justice en septembre 2018, et cette loi qui élargit également le champ de l'infraction pénale du harcèlement sexuel avec la prise en compte des agissements à connotation sexiste. Donc deux lois importantes qui encadrent un peu plus la lutte contre ces phénomènes-là. Et c'est vraiment l'objectif commun de ces deux lois, l'une pénale et l'une civile. À noter également, et ça vous y aurez accès aisément sur le site du ministère du Travail, le guide pratique et juridique que la Direction générale du travail a édité en mars 2019, qui s'appuie sur le cadre juridique et la jurisprudence pour clarifier à la fois les droits et les obligations de chacun sur la question de lutte contre le harcèlement sexuel. Et vous verrez, c'est un document extrêmement pédagogique et qui se veut également pragmatique. Voilà donc pour ce préambule. Alors, un référent dans l'entreprise, oui. On verra qu'il en existe un, mais très rapidement dans le CSE. Mais un référent dans l'entreprise, oui. Mais encore faut-il pouvoir déterminer et délimiter les situations qui sont concernées par des actions de lutte contre ces phénomènes-là. Alors, il convient d'ores et déjà de s'appuyer sur deux définitions que le législateur appréhende de manière pratiquement uniforme, à la fois dans le code pénal et dans le code du travail, et il en donne donc une double définition selon qu'il va s'agir de faits répétés ou d'un acte unique. Alors, concernant le harcèlement sexuel avec répétition, vous l'avez sous l'écran côté code pénal 222-33 grand 1 du code pénal. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne de façon répétée, important la répétition ici, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc là, on est bien sûr un délit constitué par des actions répétées que vous avez sous les yeux, et l'incrimination vise également les conséquences, et ça c'est très important aussi, les conséquences d'un acte de harcèlement sexuel qui porte ou est susceptible de porter atteinte. On retrouve une définition quasi similaire aussi pour le harcèlement moral. Et de la même manière, nous avons dans le Code du travail, L 1153-1, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Vous voyez donc une définition tout à fait uniforme, quasiment identique. Il y a néanmoins, et c'est ce qui apparaît sur votre écran d'une autre couleur, ce bleu turquoise, c'est que l'infraction, et ce qui est nouveau dans le code pénal, elle est également constituée lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une victime par plusieurs personnes, de manière concertée, ou à l'instigation de l'une d'elles, ou deuxièmement, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une personne, sans même qu'il y ait concertation sur ces comportements. Ici, ce que l'on vise principalement, c'est à réprimer plus facilement en fait, les faits de cyberharcèlement. Voilà, notamment le fait qu'il n'y ait pas eu forcément de concertation. Voilà, on vise davantage ici le cyberharcèlement.
Donc on voit bien aussi à travers ces deux définitions que l'on condamne à la fois tant le harcèlement sexuel qui s'exerce de manière verticale que celui qui va s'exercer de manière horizontale, déconnecté de tout rapport hiérarchique. Alors quelques exemples très rapidement que j'ai pu relever dans la jurisprudence sur ce que constitue un harcèlement sexuel, parce que vous voyez bien qu'à travers ces définitions, elles sont suffisamment générales et abstraites pour qu'on ne puisse pas concrètement identifier qu'est-ce qui pourrait constituer. Donc on est vraiment sur du cas par cas. Par exemple ici, c'est une décision de cour d'appel, on a beaucoup de décisions de cour d'appel de Versailles d'octobre 2009. On a dit que pour un chef de service qui pince les fesses d'une salariée à plusieurs reprises et qui la provoque pour qu'elle puisse déjeuner avec lui, constitue des actes de harcèlement sexuel. Également, chambre sociale également, en 2012, pour un salarié, donc on est en cassation, le fait qu'il organise un rendez-vous pour motif professionnel en dehors de l'entreprise avec une salariée qui était sous ses ordres dans une chambre d'hôtel et l'inviter à venir avec lui dans ces chambres d'hôtel est constitutif de harcèlement sexuel. Donc nous avons quelques situations sur lesquelles on peut aujourd'hui mettre le mot harcèlement sexuel ou agissement sexiste. Alors, quand on dit harcèlement sexuel, il ne faut pas non plus confondre, et là c'est tout à fait intéressant parce que nous avons une décision de justice en la matière de la chambre criminelle au niveau de la Cour de cassation. Il ne faut pas confondre harcèlement sexuel et ce que l'on appelle les attitudes de séduction. Les attitudes de séduction, même dénuées de tact ou de délicatesse, ne constituent pas forcément du harcèlement sexuel. Et là, la chambre criminelle, elle nous éclaire vraiment de manière très précise sur ce point. Donc nous avons vu là qu'il faut des agissements répétés de harcèlement sexuel, mais il peut y avoir harcèlement sexuel avec uniquement un acte unique. Et c'est ce que précise le Code pénal 222-33, le même article, mais au grand 2, est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Voilà. Donc on peut avoir un acte unique qui peut être qualifié de harcèlement sexuel dans les circonstances de cet article. Et le L 1153-1 deuxièmement du Code du travail, c'est quasiment similaire, aucun salarié ne doit subir des faits assimilés au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Voilà, donc l'acte unique peut générer une reconnaissance de harcèlement sexuel parce qu'il aura une certaine gravité, bien évidemment, et qui devra être appréciée par les juges, par les tribunaux. Ce qui est également nouveau dans le dispositif depuis ce début d'année, c'est la création, non pas ici d'un délit, mais d'une infraction dans le Code pénal, article 621-1 du Code pénal, c'est l'outrage sexiste. On dit que constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus, notamment de harcèlement sexuel, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. La répression, ici, c'est une contravention de 4e classe. Et l'outrage sexiste a été précisé dans une circulaire du ministère de la Justice du 3 septembre 2018, qui est aussi accessible sur n'importe quel moteur de recherche sur Internet, où cette circulaire tente d'être un peu plus pragmatique sur ce que l'on entend par outrage sexiste. Donc, elle nous reprécise cette circulaire qu'il n'est pas besoin que ces comportements soient répétés pour que l'infraction soit caractérisée, tout d'abord, et que matériellement, il peut s'agir ensuite, nous dit-on dans ces circulaires, par exemple, de sifflements, de gestes ou de bruits obscènes, par exemple, en suggérant ou en imitant un acte sexuel.
Il peut également s'agir de propositions sexuelles ou de questions intrusives sur la vie sexuelle. Il peut s'agir également de commentaires dégradants sur le physique ou la tenue vestimentaire, de suivre une personne de manière insistante dans la rue. Donc on voit bien que l'outrage sexiste va au-delà du cadre de la sphère du travail, elle touche aussi la sphère privée, bien évidemment. Exemple d'agissement sexiste et d'outrage sexiste, un collègue raconte régulièrement des blagues sexistes à une de ses collègues de travail qui la mettent mal à l'aise. Et qu'est-ce que l'on apprend dans ces blagues? Voilà ce que dit le collègue. Tu sais quelle est la différence entre toi et un répondeur? Lui, au moins, il retient les messages. Allez, c'est drôle, fais pas ta blonde. Voilà typiquement des comportements qui pourraient être assimilés à un outrage sexiste ou à des agissements sexistes et tout à fait condamnable. Donc voilà, l'outrage sexiste est tout à fait neuf dans le dispositif. Alors cet outrage-là ne sera reconnu, nous dit-on dans la circulaire, que si les faits commis sont insuffisants pour être qualifiés de harcèlement sexuel. Donc, l'objectif, apprend-on, est de pouvoir qualifier le mieux possible le harcèlement sexuel et qu'à défaut de pouvoir le qualifier, éventuellement on sera peut-être sous l'infraction de l'outrage sexiste. L'agissement sexiste, quant à lui, est défini dans le Code du travail, L 1142-2-1 du Code du travail. Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. C'est une mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'obligation d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc il s'agit de propos dégradants qui vont être dirigés contre une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, qui ont pour objet parfois, avec l'intention d'être drôle, de les rabaisser ou de dénigrer ces mêmes personnes. Exemple type d'agissement sexiste, les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Ou les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois. Ou encore, c'est grâce à son physique qu'elle a eu cette promotion. Voilà quelques exemples d'agissements sexistes, mais il est vrai qu'on a du mal à se mettre sous la dent quelques décisions de justice pour nous éclairer un peu plus sur ces actes-là. Voilà donc quelles sont les situations concernées par le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et voyons maintenant par rapport à cela les obligations qu'a l'employeur pour lutter contre ces comportements, ces phénomènes et ses conséquences, bien évidemment. Alors, les obligations de l'employeur, elles sont de 6 ordres. Évidemment, la première obligation est une obligation générale de prévention, je vais y revenir, assortie d'une obligation spécifique pour le harcèlement sexuel. N'oublions pas, c'est fondamental, que tout contrat de travail nécessite un devoir de loyauté, donc ça s'applique également pour la lutte contre le harcèlement. Voilà, et les lois nouvelles applicables depuis le 1er janvier viennent également renforcer un devoir d'information vers tous les salariés sur la lutte contre l'agissement sexiste et le harcèlement moral, impose la désignation d'un référent évidemment par l'entreprise. Il y a également un référent côté CSE. Et ne pas oublier aussi, on a peut-être tendance un peu à l'oublier, que c'est aussi un enjeu de dialogue social, le harcèlement sexuel. Donc je vais revenir sur chacun de ces 6 points. Alors, la première obligation d'employeur est une obligation générale de prévention que vous trouvez à l'article que vous connaissez tous maintenant, L41-21-1 du Code du travail. C'est le premier article de la 4e partie du Code du travail sur la santé et sécurité. Alors, vous savez que c'est une disposition qui nous vient de l'Union européenne, de sa directive du 12 juin 1989, et qui impose à tout employeur d'avoir une obligation générale de prévention, et que s'il ne satisfait pas cette obligation générale de prévention, en France notamment, tout manquement peut éventuellement générer une faute inexcusable. Et donc dans cette obligation générale de prévention, ce que l'on demande à l'employeur, c'est de prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs. Et ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, le harcèlement moral, oui, le harcèlement sexuel également, sont-ils des risques professionnels? A priori, oui. Ces mesures doivent comprendre également des actions d'information et de formation. Oui, on a maintenant un dispositif qui permet d'asseoir ces actions-là et d'avoir une mise en place d'une organisation de moyens adaptés. Prévenir le harcèlement sexuel, c'est comment s'est-on organisé pour libérer la parole en toute discrétion, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc il y a une obligation générale de prévention qui est tout à fait importante, puisqu'elle peut générer la responsabilité civile de l'employeur, notamment en matière de faute inexcusable. Il y a une obligation générale, mais il y a également une obligation spécifique qui est définie à l'article L 1153-5 du Code du travail, où là on vient de dire que l'employeur, outre l'obligation générale, prend toute disposition nécessaire en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Donc on voit bien qu'on a vraiment quelque chose de bien plus spécifique concernant le harcèlement sexuel, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'ensemble des risques professionnels. Donc il appartient à l'employeur de pouvoir prévenir, de mettre un terme à certains types d'agissements et de les sanctionner, bien évidemment. Un devoir de loyauté, ne l'oublions pas, c'est que le contrat de travail, 1222-1 du Code du travail, doit être exécuté de bonne foi. On ne peut pas apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir. Donc ici, il faut que les choix qui seront faits dans l'exécution du contrat de travail soient tout à fait, je dirais, objectifs et qui ne tiennent pas compte du sexe des individus notamment, pour bien caractériser que le contrat s'exécutera de bonne foi. Donc on retiendra principalement le principe de proportionnalité ici. Dans les mesures phares qui sont applicables depuis le 1er janvier 2019, eh bien, nous avons un renforcement de l'information. Oui, 1153-5, alinéa 2, il faut, dans les lieux de travail, ou dans les locaux, ou à la porte des locaux où s'effectue l'embauche, que les salariés, notamment soit les travailleurs, soient informés par tout moyen, donc c'est une information par tout moyen, du texte de l'article 222-33 du Code pénal, c'est-à-dire qui incrimine le harcèlement sexuel. Il faut que l'on informe aussi l'ensemble des travailleurs des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel. Alors, doivent-elles concerner ces informations que les contentieux propres à l'entreprise ou du groupe ou tout type d'action contentieuse? Il n'y a pas de précision particulière sur le sujet. Et de pouvoir, il faut aussi informer les travailleurs des coordonnées des autorités et des services compétents pour lutter contre les agissements sexuels et le harcèlement sexuel. Cette liste, elle a été définie donc par décret et je vous la présente ici. Et vous devez afficher en fait le nom et l'adresse et le numéro d'appel du médecin du travail ou du service de santé au travail, de l'inspection du travail, avec le nom de l'inspecteur du travail, du défenseur des droits pour la lutte contre les discriminations, du référent évidemment spécifique, dédié du référent harcèlement sexuel désigné par l'entreprise, dès lors que l'entreprise a au moins 250 salariés, c'est une obligation, et du référent qui lui est désigné par le CSE. Donc là, on voit déjà qu'il y a en la matière, il y a deux référents dédiés pour la lutte contre le harcèlement sexuel, l'un au CSE et l'autre désigné par l'employeur. Donc on ne s'intéresse ici qu'à celui qui a été désigné par l'employeur. Donc ça, pour le devoir d'information également, j'allais presque l'oublier, c'est le règlement intérieur, bien évidemment, qu'il va falloir adapter et qui doit rappeler, outre les dispositions relatives au droit de la défense, bien évidemment, mais les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel et aux agissements sexistes prévus par le présent code. Donc il va
falloir certainement penser à remettre à jour les règlements intérieurs pour tenir compte des évolutions législatives de ce début d'année. Vous avez ça à l'article 1321-2 du Code du travail. Là, nous étions sur le devoir d'information. Et donc, l'obligation de désigner des référents, alors, côté CSE, oui, et côté employeur, bien évidemment. Alors, les référents, on en trouve depuis 2012 dans le Code du travail un certain nombre aujourd'hui. Et je pense notamment aux référents sécurité et prévention des risques professionnels, aux articles 46, L46, 44.1 et suivants du Code du travail, où l'employeur, après avis du CSE s'il existe bien évidemment, a l'obligation de pouvoir désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Ce référent-là existe depuis 2012. Le référent harcèlement sexuel existe véritablement dans son mise en application que depuis le 1er janvier 2019. Donc il sera intéressant, parfois pour y voir un peu plus clair, de voir l'expérience qu'ont eu les uns et les autres sur le référent santé et sécurité. Ça pourrait être tout à fait utile, notamment sur les lettres de mission. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc ça, c'est le premier type de référent qu'on trouve dans le Code du travail. Mais il y a aussi le référent des alertes professionnelles depuis le 1er janvier 2018. Un référent qui est chargé de recueillir et de traiter les alertes professionnelles. Lui doit être désigné dans les entreprises de plus de 50 salariés. On a également le référent que vous connaissez bien, RGPD, où on doit nommer depuis le 25 mai 2018 un délégué à la protection des données. Nous avons également le référent handicap. Et nous voilà au 1er janvier 2019 avec deux autres référents, les référents harcèlement sexuel. Alors côté CSE, j'en parle quand même rapidement puisqu'on est dans les entreprises de plus de 11 salariés, dès lors qu'il y a le CSE, bien évidemment, le référent devra être désigné ici par le CSE. Et côté employeur, le référent sera désigné pour toute entreprise qui a plus de 250 salariés. Véritablement, il s'agit ici, dans l'esprit des textes, c'est d'avoir véritablement un contact humain et une personne de confiance pour traiter de ces cas-là. Des points de contact, nous dit-on aussi dans les débats parlementaires. Mais se posent véritablement des questions importantes. Ils sont salariés et se pose la question de leur indépendance. Quelle indépendance de ces référents, nommés l'un par le CSE, l'autre par l'employeur? Est-ce qu'ils ne vont pas, à un moment ou un autre, se trouver eux-mêmes en porte-à-faux, ne serait-ce que parmi leurs collègues, dès lors que la moindre de leurs actions pourra être analysée comme favorisant soit la victime, soit le harceleur? Est-ce qu'on va voir naître des procès en légitimité, mais pourquoi lui et pas l'autre? Et puis surtout, quelle cohabitation entre le référent CSE et le référent côté employeur. Et là, les textes ne nous apprennent à rien en la matière. Donc, tout va être à construire sur le sujet. Alors, un enjeu de dialogue social, ça c'est pour information, mais vous le savez sans doute, L2232-9 du Code du travail. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation doit émettre un rapport annuel d'activité, très bien, mais elle doit également émettre un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Donc il y a véritablement là un enjeu de dialogue social autour du traitement de ces situations et surtout de leur prévention, bien évidemment, parce que c'est ça qui importe dans l'esprit législateur, c'est la prévention la plus primaire, la plus en amont soit-elle. Voilà donc les obligations, les principales obligations pour l'employeur en la matière. Alors ce référent, comment est-il désigné? Alors les personnes concernées, et on est bien le référent désigné par l'entreprise, hein, c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Tout d'abord, cette désignation ne va concerner que les entreprises qui ont plus de 250 salariés. Et à ce moment-là, il y aura à désigner un référent
au niveau de l'entreprise. Il n'y a pas plus de précision, mais il n'y a rien ici qui puisse interdire une désignation par établissement également, bien évidemment. Alors pourquoi ce seuil de 250? Alors on a beau creuser dans les débats parlementaires, mais il semblerait que pour la ministre du Travail, qu'il y aurait en général, au-delà de 250, l'existence d'une direction des ressources humaines. Oui, mais on en trouve aussi en deçà de 250. Donc il n'y a pas vraiment d'explication claire sur le sujet. Sur la personne même du référent, aujourd'hui, la loi n'impose rien sur un profil ou un poste type sur la personne qui sera même d'endosser cette responsabilité. On n'a rien de précis. Côté référent, bien sûr, entreprise. Donc, il semble bien que ce référent doit être membre de l'entreprise. Lorsque l'on regarde bien le texte du Code du travail, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas aller chercher un référent en dehors de l'entreprise, contrairement à ce que nous avons dans le cadre du référent sur la santé et la sécurité au travail, où, à défaut de pouvoir trouver un référent en interne, on peut faire appel à un référent en externe. Donc il s'agit ici d'un référent que l'on va a priori chercher en interne, sans que l'employeur, pour la désignation qu'il va faire, soit obligé de consulter, voire même d'informer au préalable le CSE, il n'y a rien qui le précise, et on s'aperçoit qu'à défaut de précision, l'employeur a vraiment une liberté de choix de la personne qui sera la mieux à même d'occuper cette fonction. Alors, acte imposé, acte volontaire, il s'agit d'une désignation. Le salarié serait en droit tout à fait de refuser de pouvoir assumer cette fonction et se pose à ce moment-là la question de savoir, oui, mais si je n'ai plus de référent, comment dois-je faire alors que j'ai cette obligation de nommer un référent? Là, on est un petit peu coincé, effectivement, par les textes parce qu'on ne peut pas faire appel, a priori, à une personne extérieure à l'entreprise. Il n'y a aucune condition de diplôme ou d'expérience professionnelle exigée pour désigner ce référent de l'entreprise. Néanmoins, il faut, je pense, et nous sommes plusieurs à le penser, qu'il doit avoir quand même une certaine compétence, une certaine expérience professionnelle, une certaine capacité, bien sûr, d'écoute, d'animation, qui seront bien évidemment des outils tout à fait non négligeables. Même si la loi ne mentionne pas pour le référent désigné entreprise, il sera certainement utile qu'il puisse bénéficier d'une formation dédiée, bien évidemment, pour assumer cette fonction. Mais l'employeur a toute latitude pour nommer le référent qu'il jugera le plus apte à tenir cette fonction. Les formalités de désignation, c'est pareil, on montre là également deux précisions en la matière concernant le référent entreprise, mais ce que l'on voit au niveau du CSE, par comparaison, ici la loi nous indique que le CSE doit prendre une résolution à la majorité des élus titulaires présents lors de la réunion. Voilà. Donc il n'y a pas, côté employeur, de modalités particulières de désignation. Comment s'y prendre? Faudra-t-il faire un avenant au contrat de travail? Est-ce que c'est une modification du contrat de travail ou un simple changement des conditions de travail? Voilà, on a encore beaucoup de questions pour attribuer une fonction de référent finalement sexuel désignée par l'employeur. Alors, les missions et les moyens du référent de l'entreprise. Quelles sont ces missions? Eh bien, il s'agira, côté référent entreprise, référencement sexuel entreprise, il s'agira, dans cette lutte, d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés. Voilà, on n'a pas plus d'informations que ces trois verbes d'action: orienter, informer, accompagner, et il n'y a pas de décret d'application qui permette d'avoir des précisions plus pragmatiques et des précisions plus visibles sur vraiment le rôle que l'on souhaite donner à ce référent. Donc, je crois que tout est à construire au sein des entreprises, bien évidemment, toujours en veillant certainement à ce que l'on respecte
des conditions de confidentialité sur cette fonction-là, lorsque le référent aura à traiter, peut-être que ce n'est pas non plus le mot, mais lorsqu'il aura à accueillir des salariés qui se diraient harcelés, c'est véritablement qu'ils sont en capacité de bien les orienter, d'informer et d'accompagner. Donc certainement qu'ici, il sera important de bien déterminer des lettres de mission tout à fait spécifiques de ce que chaque entreprise souhaitera mettre derrière ses verbes d'action. Alors, on a très peu de recul encore aujourd'hui. Je n'ai pas vu pour l'heure encore circuler de lettres de mission tout à fait particulières et spécifiques, mais il peut être tout à fait intéressant à ce moment-là, comment puis-je dire, de pouvoir se référer aux lettres de mission qui existent déjà pour un autre référent, qui est le référent en matière de prévention des risques professionnels. Où là, il y a des choses tout à fait intéressantes. Les moyens d'action du référent, les moyens d'action, rien n'est indiqué dans le Code du travail, donc il n'y a pas de moyens véritablement accordés côté référent entreprise sur la lutte contre les agissements sexistes ou harcèlement sexuel. Tout ce que l'on sait, c'est que pour le référent CSE, celui-ci doit pouvoir bénéficier d'une formation, mais c'est la formation à l'exercice des missions en matière de santé et sécurité. Mais en termes de moyens d'action du référent entreprise, il n'y a rien de tout à fait précis. On ne dit pas que c'est un salarié protégé non plus. Donc là, tout est vraiment encore à construire. Alors, voyons maintenant, et pour conclure ce webinaire, les sanctions en l'absence de désignation d'un référent de l'entreprise. Alors, il y a plusieurs formes de sanctions. Il y a d'abord des sanctions civiles et disciplinaires. Vous n'avez pas réussi à nommer un référent dans votre entreprise. Y a-t-il une sanction du Code du travail liée à cela? Non. La loi n'a pas prévu de sanctions spécifiques en cas de manquement de l'employeur à son obligation de désigner un référent. Il n'y a pas de sanction particulière. Néanmoins, ne pas avoir de référent de lutte contre les agressions sexuelles, et pour peu que demain survienne un cas malheureusement dans l'entreprise, n'oublions pas le L4121, c'est-à-dire l'obligation générale de prévention qu'a tout employeur. Et pourquoi l'employeur n'a pas fait les choses s'il en avait conscience, sinon l'employeur aurait dû avoir conscience que ça pouvait arriver et qu'il n'a rien fait. Vous savez qu'il peut très bien encourir une sanction civile qui est la faute inexcusable. Donc, ne pas avoir de référent, il n'y a pas de sanction attitrée, oui, mais attention, si demain il y a un cas qui se révèle dans votre entreprise, attention à ce manquement à l'obligation générale de prévention que l'on a vu tout à l'heure. Donc, voilà ce que l'on peut retenir sur ce point. Pas de sanctions spécifiques. Alors, il y a quand même des sanctions, évidemment, qui répriment, notamment les faits de harcèlement moral et sexuel, 1152.1 et 1153.1. Ce sont des emprisonnements d'1 an et d'une amende de 15 000 €. C'est ce qui est prévu dans les sanctions pénales du Code du travail, avec des peines complémentaires que le juge peut tout à fait ordonner. Et nous avons également des sanctions pénales du Code pénal, puisque le harcèlement sexuel est à la fois un délit, et les outrages sexistes étant, eux, des contraventions. Alors, les sanctions pénales, très rapidement, sur le harcèlement sexuel, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et selon certaines circonstances vraiment aggravantes, notamment sur des mineurs, ce qui est détaillé dans le 222-33, et bien à ce moment-là, on passe de 3 ans d'emprisonnement à 45 000 € d'amende. Et bien sûr, on a des sanctions pénales sur la discrimination, parce que évidemment le harcèlement sexuel peut être aussi un acte discriminant, et là les sanctions sont tout à fait claires et nettes, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Voilà donc ce que je souhaitais aborder avec vous, ou du moins vous présenter vraiment dans les grandes lignes en matière de harcèlement sexuel, et notamment du référent entreprise harcèlement sexuel. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que c'est une obligation depuis le 1er janvier 2019. Alors c'est vrai qu'elle est passée assez inaperçue,
mais elle est vraiment extrêmement importante et elle participe également à des dispositifs de lutte contre les risques professionnels entendus vraiment très globalement. Et je réinsiste aussi dans cette conclusion pour vous dire ce que je disais en introduction, que dans le catalogue de Demos, vous pouvez découvrir 2 formations qui sont tout à fait dédiées à ces référents côté entreprise, comment endosser un rôle de référent côté entreprise, et comment également, deuxième formation chez Demos, comment endosser un rôle de référent côté CSE. Vous avez ça au catalogue. Voilà, merci pour votre écoute et je crois que nous sommes ouverts maintenant aux questions. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Alors, l'une des premières questions que je vois affichée, avez-vous plus d'informations quant au lien que doit entretenir le référent harcèlement employeur et celui désigné par le CSE? Alors, dans les textes, aucune information ne vient préciser quel lien il peut y avoir entre les deux. Je pense qu'il faut davantage être dans un système de coopération. Il faut absolument pouvoir éviter les frictions. Opposer un référent CSE et opposer un référent employeur sur ces notions-là serait extrêmement, je pense, dommageable déjà pour la prévention des risques, bien évidemment, et serait dommageable également pour l'image de cette fonction qui serait à ce moment-là dégradée, qui n'aurait plus de légitimité. Donc il faut trouver les mécanismes qui vont permettre davantage, effectivement, dans le mot qui est dit là, une coopération, bien évidemment. Et là, tout reste à inventer de manière très pratique et pragmatique au sein des entreprises, parce que le Code du travail n'a pas de précision particulière sur ce sujet, du moins aujourd'hui. Alors, le référent entreprise peut-il être le même que celui du CSE? Alors, celui du CSE, il faut déjà être membre du CSE pour pouvoir être désigné, bien évidemment. A priori, non. Alors, le texte ne le dit pas très clairement, on le déduit, mais il faut pouvoir éviter qu'il y ait, je ne pense pas d'ailleurs que ce soit possible, il faut être membre du CSE pour pouvoir être référent CSE. Et ceci dit, il n'y a pas un texte qui interdise que l'on puisse être en même temps référent entreprise quand on est référent CSE. Je crois que ça, là, ça débouche d'une simple logique de ne pas confondre peut-être les 2 rôles en fait. Quelles sont les missions du référent désigné par le CSE? Alors autant les missions du référent entreprise sont bien d'orienter, d'informer, d'accompagner, autant les missions du référent CSE ne sont pas désignées. Il est juste dit dans les textes qu'il doit lutter contre. Voilà, lutter contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. Le CSE peut-il s'opposer au choix du référent de l'entreprise? Eh bien non, il ne peut pas s'y opposer puisque l'employeur a une totale liberté de désigner qui le souhaite, sans aucune information ni consultation préalable du CSE. Ça, c'est pas du tout prévu. Donc, contrairement au référent d'ailleurs sur la prévention des risques professionnels, lui, il doit y avoir une consultation préalable du CSE, mais on n'a pas du tout la même chose pour le référent côté employeur. Pas de consultation préalable, donc s'y opposer, ça va être extrêmement délicat pour le CSE et à mon avis, c'est voué à l'échec. On doit avoir, je vois la question, on doit avoir un référent CSE à partir de 11 salariés. Alors c'est à partir de 11 salariés que vous avez un CSE, et dès lors qu'il y a un CSE, oui, il doit y avoir effectivement un référent CSE qui doit pouvoir être désigné, et ce depuis le 1er janvier 2019. Autre question, le référent entreprise peut-il être membre de la commission hygiène du CSE? Ce serait logique aussi, devoir enquête, etc. Alors, est-ce qu'il peut être membre de la commission hygiène? Pourquoi pas? En tous les cas, il n'y a rien qui l'interdise, qu'il puisse être membre de la commission hygiène sécurité. Ah, que considère-t-on comme agissement sexiste? Alors là, il faut que je me replonge. Il faut que je me replonge dans mes notes et surtout dans le Code du travail. Les agissements sexistes, je vous les avais définis. Est-ce que je peux revenir sur une diapositive? Oui. Peut-être. Alors attendez, je vais revenir sur une diapositive.
Voilà, on y vient. Voilà, l'agissement sexiste. L'agissement sexiste, nul, c'est 1142-2-1 du Code du travail. Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Alors, est-ce qu'on a de la jurisprudence qui permettrait de nous éclairer sur le sujet? Malheureusement, pas suffisamment sur ce point tout à fait particulier de l'agissement sexiste. Néanmoins, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, lorsque vous dites que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation, ça pourrait, pourquoi pas, être considéré comme de l'agissement sexiste. Ou encore, les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois. Voilà. Voilà quelques exemples, mais sans pour autant que nous ayons une indication précise sur ce point. Des indications par la jurisprudence. Et je vois une dernière question qui s'affiche. La formation pour les référents est-elle obligatoire? Alors, la formation pour les référents, elle n'est pas du tout obligatoire côté référent entreprise. Dans les textes, elle n'est pas du tout prévue. Moi, il me semble qu'elle serait tout à fait nécessaire et indispensable pour déjà connaître de quoi on parle, hein, parce que l'enquête dont je vous ai fait part en début de webinaire démontre que l'on parle d'harcèlement sexuel, mais sans même savoir de quoi on parle de manière très concrète. Donc je pense qu'il serait utile de bien avoir le périmètre du harcèlement sexuel et des agressions sexistes. Et une formation s'impose bien évidemment, même si elle n'est pas prévue dans les textes. Par contre, le référent côté CSE, lui, il a une formation obligatoire en tant que membre CSE et parmi ces jours de formation, on peut tout à fait y intégrer, bien sûr, la partie harcèlement sexuel. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, il y en a une autre. Les formations pour les référents peuvent-elles être comptabilisées dans l'obligation de formation une fois tous les 6 ans? Alors, c'est une excellente question. Elle est extrêmement pertinente et je pense qu'elle pourrait tout à fait être comptabilisée dans cette formation une fois tous les 6 ans, effectivement. J'en ai encore une. Ah, il y en a encore une, me dit-on. Voilà, c'est assez orienté référent CSE. Hein. Alors, doit-on avoir un référent pour chaque CSE d'établissement si nous avons un référent, enfin si nous en avons un au niveau central? Alors, on nous dit c'est le CSE qui va désigner, selon des modalités de vote que l'on a vu tout à l'heure, en fonction de ses implantations. Autant pour le CSE côté, pour le référent côté entreprise, on n'a pas d'indication particulière et on pourrait imaginer des référents entreprises même dans les établissements, donc on peut faire plus, hein, bien évidemment. Côté CSE, s'il y a un CSE central, est-ce qu'il faudrait des référents CSE établissements? Oui, certainement. Mais la loi ne le précise pas de manière claire et nette. Alors, autre question. Est-ce qu'enregistrer des propos sexistes ou sexuels sont recevables? Alors, je pense qu'il s'agit d'enregistrement avec les iPhones, très bien. Alors, est-ce que c'est recevable? Alors, des preuves enregistrées, normalement, en procédure, doivent recueillir l'accord de celui que l'on enregistre. Donc, autrement dit, il faut que la personne soit au courant que vous l'enregistrez et qu'elle manifeste sa non-opposition à cet enregistrement, ce qui va être quand même délicat. Surtout si vous abordez des sujets de cet ordre-là avec le dit harceleur, admettons. En tous les cas, pour que les juges puissent admettre ce mode de preuve, encore faut-il que la personne qui enregistre recueille l'accord de celle qui va être enregistrée. Hein. Il est vrai, hein, vous constatez ça quand on fait des PV de réunion en conseil d'administration, en CSE, parfois on dit à tout le monde: est-ce que ça dérange quelqu'un à ce que l'on enregistre? En général, ça ne dérange personne, on enregistre pour retranscrire ensuite, mais il y a toujours besoin de l'accord préalable. Donc il faut faire attention à cela. Néanmoins, moi j'ai pu voir des situations pour avoir vadrouillé un petit peu ici ou là dans les tribunaux où quand bien même c'est un mode de preuve qu'on ne retiendra pas, on n'est quand même pas insensible lorsqu'on l'écoute, malgré tout. Et on est tous des êtres humains, et donc à un moment donné,
on peut se laisser aussi emporter et embarquer par ce qui va être dit sur la bande. Comment garantir les bonnes conditions de travail de ces référents qui risquent de rencontrer des situations compliquées? Alors, comment les garantir? On ne va rien attendre du code, hein. Ça va être à construire. Ça va être à construire, effectivement. L'une des grandes questions, garantir des bonnes conditions de travail, c'est de pouvoir travailler sans influence. Sachant qu'on a été désigné par l'employeur, l'autre a été désigné par le CSE. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'une coopération entre les deux me paraît tout à fait indispensable pour objectiver le plus possible les situations. Donc, c'est comment garantir des bonnes conditions de travail? Eh bien, c'est leur garantir par des lettres de mission peut-être spécifiques, ou certains imagineront peut-être des avenants au contrat de travail, mais leur garantir une forme d'indépendance, oui. Travailler dans des bonnes conditions, c'est aussi, attention, ces référents-là ne sont pas décisionnaires des actions de prévention. Donc, pas de délégation, ça c'est tout à fait évident. L'employeur conserve sa délégation, c'est à lui qui l'incombe de veiller à la santé et à la sécurité. Dès lors qu'il y a une délégation, on n'est plus référent, on est autre chose que référent. Donc attention. Je vois encore une question. Le référent CSE, s'il est suppléant, disposera-t-il d'heures de délégation? Alors, ce n'est pas prévu dans le texte. Il n'est pas prévu d'heures de délégation dédiées à un référent CSE. À la date d'aujourd'hui, bien évidemment. Voilà, je crois que nous avons épuisé l'ensemble des questions. Voilà donc un survol assez synthétique de ces nouvelles dispositions. Et on attend beaucoup d'une construction au sein de vos entreprises pour qu'on y voit clair aussi. Merci de votre écoute et bonnes vacances.